Dans cette seconde partie sur l'étude de l'opinion publique, nous allons nous demander si les sondages sont une juste mesure de l'opinion publique. Autrement dit, l'opinion publique existe-t-elle et si oui, comment la mesurer le mieux possible? Nous verrons dans une première partie la naissance et les techniques qui sont utilisées pour faire les sondages. Et nous verrons dans une seconde partie si les sondages mesurent correctement l'opinion publique. Ce sont les élections politiques qui vont marquer l'engouement pour les sondages. Tout d'abord aux États-Unis, avec le père fondateur des sondages, George Gallup. Il sera le seul à prévoir l'élection du président Roosevelt en 1936, alors que la presse à l'époque prévoyait la victoire de son concurrent. Suite à un séjour aux États-Unis, le français Jean Stotzel va créer l'IFOP, l'Institut français d'opinion publique, en 1938. Et le premier sondage concernera l'avis des Français concernant les accords de Munich, la conférence pour la paix. Après ce sondage, l'activité de l'IFOP reste assez marginale. Il faudra attendre l'élection présidentielle de 1965 pour donner un véritable coup d'élan à l'Institut de sondage, puisque l'IFOP prévoit le second tour, c'est-à-dire la mise en ballottage du général de Gaulle par François Mitterrand. Quelle est la méthode utilisée par Gallup et en quoi est-elle originale et scientifique? En fait, Gallup engage des enquêteurs qui posent des questions à des personnes, donc chez eux ou dans l'espace public, et ces personnes sont choisies en fonction de caractéristiques sociodémographiques, afin justement de respecter les proportions de la population mère, c'est-à-dire de la population étudiée ici, les électeurs donc des États-Unis. Les méthodes qui étaient utilisées auparavant étaient beaucoup moins fiables, puisque c'était des méthodes organisées par les journaux d'opinion, ce qu'on appelle des votes de paille. La méthode, c'était de découper un coupon dans le journal en indiquant le vote, ses intentions de vote, avant les élections. Bien entendu, ici, ça pose un problème de représentativité, puisque la vie pouvait être influencée par l'appartenance partisane. Un même individu avait la possibilité d'envoyer plusieurs coupons sans contrôle, et les militants étaient bien souvent très actifs justement à exprimer leurs souhaits. Quelles sont les méthodes d'échantillonnage? Qui dit sondage suppose effectivement échantillonnage. Il s'agit d'obtenir des connaissances sur la population étudiée à partir de l'étude d'une petite partie de celle-ci qui est sélectionnée de manière à constituer un échantillon représentatif. Pour constituer un échantillon représentatif, deux méthodes existent. Tout d'abord, il y a la méthode aléatoire. C'est une technique qui repose sur le calcul de probabilité et qui consiste à tirer au sort des personnes sondées à partir d'une liste exhaustive, donc ce que l'on appelle la population mère. La deuxième méthode, c'est la méthode dite des quotas. Cette technique consiste à reproduire en miniature la structure socio-démographique de la population étudiée, concernant son âge, le sexe, les professions et catégories socio-professionnelles, le niveau de diplôme, la taille de l'agglomération, éventuellement la région d'origine, etc. Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque méthode d'échantillonnage? Dans les deux cas, l'enjeu est de pouvoir mesurer l'exactitude des résultats et d'avoir une forte représentativité. Concernant la méthode aléatoire, on n'a pas besoin de connaître les caractéristiques de la population au préalable, puisque ce n'est pas une représentation de la société en miniature. Et en règle générale, ça permet d'interroger un échantillon plus vaste, plus grand, ce qui rend la méthode plus fiable scientifiquement. Ça donne également la possibilité de calculer une marge d'erreur, un intervalle de confiance. Et plus l'échantillon est grand, plus la marge d'erreur se réduit. Par contre, les inconvénients liés à cette méthode, c'est que c'est long et fastidieux et par conséquent plus coûteux. Les avantages de la méthode des quotas, c'est qu'on peut interroger un nombre restreint d'individus, donc ce qui permet de gagner du temps et de coûter moins d'argent. Par contre, sur le plan scientifique, elle est moins rigoureuse. Les sondages mesurent-ils correctement l'opinion publique? Ce sera l'objet de la seconde partie. Tout d'abord, le sondage, selon la loi du 25 avril 2016, se définit de la manière suivante. C'est une enquête statistique qui vise à donner une indication quantitative à une date déterminée des opinions, des souhaits, attitudes ou comportements d'une population
par l'interrogation d'un échantillon. Le troisième document correspond à une émission Envoyé spécial, secret de sondage, et vous allez mettre en pause pour cliquer sur le lien et regarder entre 21 minutes 47 et 33 minutes 09, et ce qui vous permettra de répondre aux questions. Le résultat de 95% qui est présenté dans l'extrait que vous venez de voir doit être relativisé puisque la question manque de neutralité. On utilise des mots très forts, le registre évoque la souffrance, les maladies incurables. Par conséquent, on fait jouer ici les émotions de la personne enquêtée et on la pousse d'une certaine façon à être d'accord avec la question posée. Ici, on sert clairement l'intérêt du commanditaire, de celui qui a commandé le sondage et qui est en faveur de l'euthanasie. L'expérience menée par les journalistes va démontrer par la suite que la formulation des questions peut modifier les réponses des individus sur un même sujet. Un exemple qu'on peut retenir, c'est celui concernant la question sur les migrants. Les deux formulations sont orientées. La formulation A évoque des milliers de migrants en provenance du Moyen-Orient et de l'Afrique. On peut voir une quasi-invasion des migrants sur notre territoire, ce qui peut pousser les sondés à donner une réponse défavorable. La formulation B, quant à elle, insiste davantage sur la fuite d'un pays en guerre et pour échapper à des massacres. Par conséquent, les opinions défavorables sont moins élevées. Quand nous étudions des sondages, il faut donc faire attention à qui commande le sondage. Normalement, ce sont des informations qui figurent sur les résultats. Voilà, il faut les chercher et réfléchir, prendre du recul par rapport à ces résultats. Autre biais qui est difficilement contrôlable, c'est le risque d'avoir des réponses farfelues. Le manque de sérieux des personnes interrogées est toujours possible. Nous reprenons le document 4, l'émission Envoyé spécial, avec cette fois-ci l'extrait entre 41 minutes 40 et 43 10. Mettez en pause, là encore, pour regarder l'extrait. Dans cet extrait, on a évoqué la marge d'erreur concernant le sondage qui a été fait lors des élections présidentielles de 2017 pour le second tour des élections dans la course à la présidence de la République entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Une marge d'erreur, c'est la différence entre le résultat obtenu par sondage et le résultat qui aurait été obtenu si la population entière avait été interrogée. Dans le tableau que vous avez sous les yeux, il y a deux marges d'erreur qui sont encadrées. La première, le 0,4, elle se lit de la manière suivante. Si on interroge 10 000 personnes et que le pourcentage trouvé est situé entre 0 et 5%, ou entre 95% et 100%, alors la marge d'erreur est de 0,4 points, soit une marge ici très très faible. Par contre, la marge d'erreur est de 10 points pour un faible échantillon, 10 personnes seulement, avec un résultat proche de 50%. Ce que l'on peut retenir de ce document, c'est que d'abord, plus l'échantillon est grand, plus la marge d'erreur associée au pourcentage trouvé est faible, et inversement. Plus le pourcentage trouvé s'approche de 50%, plus la marge d'erreur est grande. Et enfin, à l'inverse, à mesure que le pourcentage mesuré s'approche des résultats extrêmes, 0% ou 100%, la marge d'erreur diminue. Si nous revenons sur le résultat du sondage lors de l'entre-deux tours des présidentielles en 2017, la marge d'erreur n'avait pas été communiquée puisque cet intervalle de confiance finalement rapprochait les deux candidats. Or, pour les médias, c'est moins vendeur, il y aurait eu moins d'enjeux. Parmi les critiques faites au sondage, il y a notamment celle de Pierre Bourdieu, qui est un sociologue français. Ce sont des critiques qui portent plus sur le fond que sur la forme. Ce ne sont pas les techniques de sondage qu'il remet en question en particulier. Il part de 3 postulats, 3 affirmations, et il va les déconstruire. Le premier postulat, c'est que tout le monde peut avoir une opinion. Pour lui, pour Bourdieu, ce n'est pas le cas. Il existe une part de sans réponse très souvent lors des sondages, et cette part de sans réponse, on la laisse souvent sans explication. Pourtant, la capacité à avoir une opinion peut dépendre de plein de facteurs, notamment d'une certaine compétence sur le plan politique.
et tous n'ont pas forcément les connaissances sur les enjeux d'une problématique et ils ne se sentent pas forcément légitimes pour avoir un avis. Le deuxième postulat, c'est que toutes les opinions se valent. Une fois encore, Bourdieu n'est pas d'accord. Pour lui, les individus peuvent répondre avec plus ou moins de conviction. Tous n'ont pas le même niveau d'influence, certains sont des leaders d'opinion. Par ailleurs, les réponses sont généralement proposées. Par conséquent, les réponses données ne correspondent pas toujours à l'avis des personnes interrogées. Elles choisissent dans une liste sans forcément de grande conviction. Et enfin, troisième postulat, il y a consensus sur les questions qui méritent d'être posées. Là encore, Bourdieu s'insurge contre cette affirmation. Les questions posées répondent aux attentes des commanditaires, nous l'avons vu précédemment, plutôt qu'aux préoccupations réelles de la population. Donc les commanditaires, quand ils commandent un sondage, eh bien, ils imposent d'une certaine façon leurs problématiques à la société. Par conséquent, si on résume, pour Pierre Bourdieu, c'est l'opinion publique telle qu'elle est construite par les sondages qui n'existent pas. C'est un artefact, autrement dit, elle est artificielle. Elle est influencée par le protocole du sondage lui-même, la question posée, la formulation, les commanditaires, les réponses qui sont proposées, et ce qui revient à additionner des réponses qui ne se valent pas. Autrement dit, ce sont les instituts de sondage qui construisent l'opinion publique. Faire croire à une opinion moyenne permet de dissimuler également des tensions qui peuvent exister dans la société, et cela permet de donner l'illusion d'un consensus sur des questions. 51% des Français pensent que, 48% des Français sont d'accord avec. Voilà, donc c'est une illusion d'un consensus qui n'est pas une réalité. Pour l'illustrer, nous pouvons prendre le document 6 qui s'intéresse au nombre moyen de questions laissées sans réponse selon l'activité, le niveau de diplôme et l'âge. Si on fait la clé de lecture concernant les diplômés du supérieur, les personnes interrogées titulaires d'un diplôme supérieur ont laissé en moyenne 2,6 questions sur 249 sans réponse. On peut observer d'ailleurs, selon les critères sociodémographiques qui sont représentés ici, que le statut d'emploi peut influencer les non-réponses. Plus les personnes sont proches de l'emploi, plus les taux de non-réponse sont bas. Plus les personnes sont éloignées de l'emploi, plus le taux de non-réponse est élevé. Concernant le niveau de diplôme, le taux de non-réponse décroît globalement quand s'accroît le niveau de diplôme. Les plus jeunes et les plus âgés ont un taux de non-réponse plus élevé. Par conséquent, le document semble bien confirmer la thèse de Bourdieu. La compétence politique semble bien dépendre des variables socio-économiques, et notamment du niveau d'instruction. Pour terminer, la synthèse qui permet de récapituler l'ensemble de la séquence avec le vocabulaire clé.